chance d'avoir Camille avec nous qui a vécu un séjour de réanimation. Et naturellement, c'est pas évident de solliciter quelqu'un suite à ce genre d'expérience, mais pour nous, ça a été assez facile. Elle nous a facilité la tâche, tout simplement parce qu'elle a essayé de sublimer ce séjour en laissant un témoignage pour les autres patients, les futurs patients qui cherchent des réponses dans un blog. Et donc, sa démarche, ça a été vraiment ça a été de laisser un témoignage pour essayer que les patients, dans un premier temps, s'enrichissent de son expérience. Et nous, dans un deuxième temps, on va nous aussi s'enrichir de son expérience par son témoignage. Donc, applaudissez bien fort Camille. Merci. Bonjour. Merci pour l'accueil. Déjà, je voulais commencer par remercier la JAR de m'inviter aujourd'hui à cette édition 2019 de la We Are. Clairement, pour moi, c'est une opportunité en or d'être ici. Et c'est un gros combat que j'ai mené depuis 2 ans. Et merci beaucoup à Pierre d'avoir été aussi bienveillant envers moi. Et merci à Sacha qui a été le premier à me contacter. Donc c'est juste top. Moi, je suis ici donc, pour vous parler de réanimation, forcément. La réanimation, c'est quelque chose que j'ai connu il y a 2 ans de ça. J'ai été hospitalisée ici à Marseille, à l'hôpital de la Conception, chez les Grands Brûlés, pour un syndrome de l'aïeul. Cette expérience a été un vrai trauma, et je pèse mes mots. J'ai énormément perdu dans ce combat, mais j'ai beaucoup gagné. Alors, je vais faire un spoiler alerte pour déjà poser les choses. L'histoire se finit bien. Voilà. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. J'espère vraiment de tout mon cœur que je vais arriver à toucher quelques personnes dans cette salle, en dehors de mes proches. Voilà. Si mon intervention aujourd'hui peut devenir un écho pour vous, je serai la plus comblée. Et encore une fois, je pèse mes mots. Donc moi, j'ai été hospitalisée pour ce qu'on appelle un syndrome de l'aïeul. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette pathologie. C'est une pathologie grave et rare. Et pour vous faire un bref portrait de ce que c'est, en gros, c'est une toxidermie grave qui est liée à la prise d'un médicament et qui va se caractériser par la nécrose brutale de la peau, des muqueuses, mais c'est pas tout. La maladie va aussi se frayer un chemin au niveau des yeux, des organes, notamment ceux des voies respiratoires. Donc les patients, quand ils souffrent d'un syndrome de l'aïeul, ils sont pris en charge en réa directement, et notamment dans des centres de brûlés, parce que les soins locaux vont être similaires à ceux qu'on apporte aux brûlés. Voilà, donc moi, mon arrivée en réa, elle s'est faite pendant la phase aiguë du syndrome de l'aïeul. Ça faisait 4 jours, enfin il s'est passé 4 jours entre les premiers symptômes et la réa. Donc, à ce stade-là, j'avais perdu absolument toutes mes capacités, donc motrices. J'avais eu une nécrose qui s'était étendue sur 70% de ma surface corporelle. Et ça faisait clairement 4 jours que je me battais, que je luttais contre la maladie qui avait à ce moment-là une emprise plus que totale sur moi et sur mes émotions. C'est-à-dire que je suis arrivée en réa vulnérable et effrayée. Vous savez, on ne m'a jamais évoqué le fait que le pronostic vital était engagé, mais quand on tombe malade et que la maladie vous tombe sur le coin de la tête, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. On le sait, on le sent que ça craint. Voilà. Quand je suis arrivée en réa, on m'a directement dit quelque chose qui m'a aidé à m'accrocher. On m'a dit que j'étais au meilleur endroit pour qu'on prenne soin de moi. Déjà, ça m'a aidé un petit peu
à faire en sorte que, voilà, c'était grave, ok, mais je savais où j'étais. Et je savais que j'étais entourée d'une équipe médicale et paramédicale qui allait tout faire pour que ça aille. On m'explique rapidement le process. C'est-à-dire qu'on va me dire, bon, on va te poser un cathéter à l'artère au niveau du bras. Alors je suis désolée, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette artère. Donc on doit me poser un cathéter, on doit me poser une sonde urinaire, et on doit me faire le premier pansement qui va m'habiller pendant près de 2 semaines. Ça a été super difficile, cette arrivée, parce que quand on vit les choses allongées, on sent qu'on est complètement sous l'emprise de quelque chose qui nous domine. La première nuit en réa, ça a été très difficile. Ça a été difficile parce que j'avais pas mes parents, j'avais aucun repère, à part 2 boussoles que j'avais trouvées le soir même, enfin 2 personnes qui s'étaient bien occupées de moi, mais j'y reviendrai plus tard. Cette nuit, c'était la cata, mais j'étais loin d'entrevoir ce qui allait se passer le lendemain matin. Donc le lendemain matin, je vais me réveiller, et là, je vais vivre clairement la matinée la plus traumatisante de l'hospitalisation, mais je crois la matinée la plus traumatisante de toute ma vie. J'apprends qu'on doit me faire des examens sans que je comprenne très bien pourquoi. On me fait des radios au niveau des poumons. Bon, ok, moi, la seule chose que je veux à ce moment-là, c'est pas souffrir. Ça va, donc je suis dans un centre de brûlés, et bon, je me dis que des antidouleurs, il doit y en avoir à la pelle. Voilà. On me défait le pansement en me disant qu'on va devoir m'en faire un nouveau. Bon. Ok, soit, il n'y a pas de souci. De toute façon, je l'avais vécu la veille, le premier pansement, donc je savais à quoi m'attendre. À ce moment-là, va entrer dans la pièce, enfin dans la chambre, un interne qui m'a fait une première très mauvaise impression. C'est-à-dire que cette personne, je l'ai sentie direct, elle était complètement dépourvue d'affect. C'est-à-dire que la personne va rentrer dans la chambre et absolument pas me calculer. La première chose qu'il va me dire, c'est pas savoir si je vais bien, ni pas savoir comment je me sens. Bon, ok. Il va me dire ces mots-là. Vous savez pourquoi vous êtes là ? Non, je sais pas. On doit s'assurer que vos organes ne sont pas touchés. Pardon ? C'est bon, ok. J'étais tellement dans un état j'étais tellement traumatisée et mal par rapport à la maladie et à ma situation émotionnelle et physique que j'ai absolument pas relevé ce qui se passait. Bon. On défait le pansement, et à ce moment-là, on estime la surface corporelle atteinte à 90%. Bon, déjà, ok, je me concentre de toute façon sur un point dans la salle, parce que la seule fois où j'ai regardé mon corps, j'ai entrevu la nouvelle enveloppe que j'allais devoir probablement porter. Et bon, j'ai pas eu envie de voir ça. À ce moment-là, donc, la chambre va commencer à grouiller de monde, parce qu'il faut changer le pansement, mais l'interne va aussi inviter des premières années en médecine à venir assister à ce bon moment qu'on va passer tous ensemble. Personne ne me calculera. C'est-à-dire que j'étais complètement consciente de ce qui se passait, mais en fait, j'ai pas été considérée. C'est-à-dire qu'ils parlaient entre eux, mais si j'avais été clairement à la morgue sur un lit inerte, ça aurait été la même. Il va finalement s'adresser à moi en me disant bon, on va poser la voie centrale. Ok, je sais pas ce que c'est la voie centrale fait. La seule chose que je vais lui demander à ce moment-là, c'est si ça fait mal.
J'avais passé déjà 4 jours à souffrir et j'en pouvais plus. Donc moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on me fasse passer de l'acupain, de la morphine, ce que vous voulez, mais voilà. Il me dit non, on va faire des anesthésies locales, donc ça va aller. Ok. Entre-temps, il me prend, on va dire, à partie, et je me sens comme un sujet de laboratoire, finalement, parce qu'il va faire un cours théorique en parlant de moi à la 3e personne, en demandant à ses premières années quelles sont les principales artères du corps humain. Coucou, je suis là. Bon, c'est pas grave. Il va commencer à faire le process de la pose de la voie centrale. Et à ce moment-là, j'ai le visage sous le champ. Et je commence à ressentir une douleur hyper intense au niveau du poumon. Mais quelque chose de fort et de douloureux. À partir de là, j'ai commencé à vivre un cauchemar. Clairement. Donc ça sera au bout de la 4e fois que je dis à l'interne que j'ai mal, qui va me dire de façon totalement détachée c'est rien, j'ai dû envoyer un peu d'air au niveau du poumon, on vérifiera ça avec une radio, et puis au pire des cas, on vous met une petite aiguille et bon, ça passe. Ouais, non. Ok, bon, je pensais avoir vécu le pire. C'était pas près d'être fini. Le pire, je vais le vivre. Bon, déjà, au moment où on me considère toujours comme un animal de foire, c'est-à-dire que des personnes vont rentrer dans ma chambre et me prendre en photo. Bon, si vous voulez, prenez des photos de moi. De toute façon, c'est comme ça. L'interne va revenir près de moi et me dire ces mots-là. On va passer aux biopsies. À ce moment-là, j'ai pas tilté parce que j'avais eu une biopsie avant d'arriver en réa, quand j'ai fait un passage en dermato aux urgences d'Avignon. Bref, l'interne qui avait pratiqué la biopsie à ce moment-là avait été pro, m'avait expliqué comment c'est passé, m'avait fait une anesthésie locale, donc c'était passé clairement comme une lettre à la poste, pas de souci. À part que là, j'ai une prise de conscience. Je réfléchis 2 secondes et je me dis merde, il m'anesthésie pas. Il va commencer à prélever de ma chair une première fois. Et là, j'ai poussé un cri qui venait du fin fond de mes entrailles. Je pense que j'ai jamais crié de cette façon. Avant que je reprenne mon souffle, il va prélever une 2e fois, toujours à vif. À ce moment-là, j'ai dit quelque chose que j'ai jamais dit de toute ma vie, c'est-à-dire que mon instinct l'a supplié d'arrêter. Je comprenais pas, il m'avait fait une biopsie, il m'avait endormi pour poser la voix. On m'avait endormi à Avignon et là, il se servait en fait, et il se servait comme il pouvait faire ses courses, quoi. C'était juste incroyable. Il va prélever une 3e fois et là, je vois qu'il va commencer à dire quelque chose. Je me dis, bon, ça y est, c'est bon. À part que là, ce qu'il va dire, c'est je l'ai foiré celle-là, je vais recommencer. Ok, il va reprélever une 4e et dernière fois à vif de la chair sur ma jambe. C'était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue de toute ma vie. Et je pense que la maladie, en comparaison avec ce moment-là, ça se vaut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, cet interne n'a pas fait que me faire mal. Cet interne, à ce moment-là, a volé le peu de dignité qui me restait, m'a volé mon insouciance et a traumatisé mon corps. J'ai absolument pas compris quel était l'intérêt de faire des biopsies comme ça, maintenant, à cet instant-là, et surtout de les faire à vif. Enfin, on était quand même dans l'endroit où on trouve, je pense, le plus grand nombre d'antidouleurs. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'était qu'on m'en donne.
j'ai entrevu une lueur d'espoir à la fin de cette matinée, quand est entrée dans la chambre une personne merveilleuse qui, clairement, à ce moment-là, m'a donné une lueur d'espoir. Parce que je vous assure qu'à ce moment-là, si on m'avait laissé le choix entre me battre et sortir de l'hôpital pour recommencer un nouveau chapitre ou arrêter net les choses à cet instant-là, j'aurais choisi la deuxième option, sans regarder mon passé, en jetant à la poubelle tout ce en quoi je croyais, tous mes espoirs, tous mes rêves, tous mes projets d'avenir. Je trouvais absolument rien qui valait le coup que je vive ça. Donc, les choses ne sont pas passées de cette façon, puisqu'à cet instant-là va rentrer une ophtalmo, donc l'interne en ophtalmologie qui s'est occupée de mes yeux. Elle va entrer, et je pense qu'elle était autant abasourdie que j'ai pu l'être. Enfin non, mais j'ai senti dans sa façon de s'adresser aux personnes qui étaient dans cette chambre que c'était juste pas possible. La première chose qu'elle a fait avant de s'occuper de mes yeux, c'est qu'elle est passée derrière moi. Et là, il s'est passé quelque chose que j'ai trouvé tellement touchant, c'est-à-dire qu'elle a posé ses mains sur mon visage qui était complètement nécrosé, et elle m'a dit « ça va aller, je vais m'occuper de vous, ça va bien se passer, ce que je vais vous faire, ça va être ça, ça, ça ». Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais clairement j'ai senti de l'empathie, de la bienveillance, et elle avait juste envie de faire en sorte que j'aille mieux et de prendre juste soin de moi, parce que j'étais dans une situation tellement lamentable que c'était pas possible. Si je vous ai parlé de cet instant-là, c'est clairement pour vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, j'ai pas la prétention de donner des leçons de vie ici, je suis pas là pour ça. Mais je pense que cette façon de faire, ça colle pas. C'est pas... en tout cas, avec moi, c'est absolument pas passé. J'avais l'impression d'être un animal de laboratoire, pas du tout considéré. Et là, juste pour être là, j'étais le cas plutôt intéressant, en fait. À part que moi, je voulais juste qu'on me sauve la vie. Voilà. Les 2 semaines que j'ai passées en réa, c'était très dur. Les journées, chaque journée était un combat, et les journées étaient rythmées par des soins qui étaient aussi difficiles à appréhender les uns que les autres. Les changements de draps, les irrigations, tout était difficile, parce que j'avais absolument aucun contrôle sur la maladie, ni aucun contrôle sur mes émotions et sur mon corps. C'était la cata. Et j'ai eu une atteinte aussi qui est arrivée quelques jours après mon arrivée en réa, une atteinte au niveau de la trachée, ce qui fait que j'ai pas pu parler ni dire quoi que ce soit pendant quelques jours. Donc j'ai commencé à faire un bilan des pertes, de tout ce que j'avais perdu finalement, des premiers symptômes à la réa. Et le bilan était juste colossal, c'est-à-dire que j'avais perdu mon identité, je ne savais plus qui j'étais. Enfin, je savais que j'allais sortir. Quand on passe chez les brûlés pour un laïeul, et quand on a 90% du corps qui a brûlé au second degré, on ne s'attend pas à sortir et ressembler à Nathalie Portman. Donc voilà, je savais que ma vie, ça allait être un dur combat. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de faire passer un message, c'est que malgré le fait que cette expérience ait été hyper traumatisante et un cauchemar, j'ai réussi, et ça peut peut-être vous paraître fou, mais j'ai réussi à avoir mon lot d'espoir et de douceur. Et je vous l'assure, grâce à une équipe médicale et paramédicale qui était juste incroyable. Les liens que j'ai tissés avec les médecins et certains internes
Et puis les soignants, les infirmiers, les aides-soignants, ces liens que j'ai tissés avec eux, ça m'a aidé à m'armer de courage pour m'accrocher, voilà, vraiment à m'armer pour affronter le jour qui allait arriver. Et dans cette relation que j'ai tissée avec ces personnes-là, il y a des choses qui pour moi sont la clé et qui m'ont fait beaucoup de bien et qui ont en quelque sorte assuré à apporter un petit peu de bien-être dans ce séjour qui finalement a été très dur à vivre. Le fait qu'on me considère déjà, c'était la base. Quand je suis arrivée au bloc, les 2 premières personnes qui m'ont fait le pansement, je me rappelle, il y avait une interne et une aide-soignante. Et ces 2-là, en fait, elles étaient hyper complices. Et je me rappelle qu'elles m'ont prise à partie dans leur complicité. Elles m'ont prise à partie dans leur chamaillerie et dans leur... juste dans le moment qu'elles passaient à ce moment-là. Et ça m'a aidée, moi, à me sentir comme Camille, en fait. Pas comme juste quelqu'un qui allait peut-être mourir la nuit qui arrivait, quoi. Et ces 2 personnes, je me rappelle très bien que même si ma première nuit en réa était difficile, je savais qu'elles étaient pas loin. Et ça m'a aidée à m'accrocher, de savoir que j'avais 2 petites boussoles qui étaient prêtes à intervenir si j'avais quoi que ce soit. Ça a été une belle rencontre. Après ça, je pense que le fait de conditionner et voire de féliciter le patient, ça peut l'aider à mieux appréhender les soins. Par exemple, quand on m'a posé le cathéter donc à l'artère fémorale, parce que celui que j'avais dans le bras ne tenait pas, c'est un nouvel interne qui est venu me la poser. Cet interne s'est hyper bien occupé de moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand il commençait à faire ses soins, il m'expliquait pas à pas ce qui allait se passer. Et il m'a dit que s'il y avait quoi que ce soit, de toute façon, il pouvait... la limite, c'est la douleur, donc dès que j'avais mal, on pouvait trouver une solution. À la fin de la pause, ça m'a touchée parce qu'il m'a dit « Super, t'as été courageuse, bravo, quoi ». Alors que moi, j'avais absolument rien fait. Et c'est lui qui avait fait tout le boulot. Mais le fait qu'il me dise « T'as assuré, bravo », je me suis dit « Super, je reprends le contrôle sur la maladie, finalement ». Et le fait de reprendre le contrôle sur la maladie, c'est comme si je décidais, moi, de prendre le contrôle des choses. Ok, ça va pas, mais là, je peux faire en sorte que ça aille. Et ça m'a beaucoup aidée. On m'a aussi aidée à rester digne. Alors, c'était pas gagné, parce que clairement, je savais que j'étais dévisagée, j'étais brûlée, etc. Et j'avais perdu toutes mes capacités, donc ma dignité a pris un coup énorme. Mais je vais vous citer un exemple qui a été juste merveilleux, en fait. Vous avez vu tout à l'heure la photo de moi bandée avec juste hyper choquante. Cette photo, en fait, c'est mon père qui l'a prise. Juste avant que mon compagnon arrive, j'ai demandé à mon père de faire cette photo pour savoir à quoi je ressemblais, parce que j'avais une peur monstre que mon compagnon rentre dans la chambre et dise non, mais c'est pas celle-là. Donc, ok. Donc là, je vois mon visage sur la photo et je me dis mais c'est pas possible. Ok. Donc je crise de larmes, je commence à paniquer et donc mes parents croisent des aides-soignants qui me voient pleurer et disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère va expliquer aux aides-soignants « Elle a peur, son copain arrive, elle se trouve pas belle. » Et là, ils ont fait quelque chose qui était juste top. Ils m'ont dit « Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. » C'est-à-dire qu'ils ont pris un bandage tout neuf et ils me l'ont mis sur mon bandage, qui était tout moche.
Et c'est-à-dire que d'un problème que je me faisais une montagne, ils ont trouvé une solution en une fraction de seconde en disant ben voilà, t'es top là, nickel, t'es belle en plus. Et je savais au fond de moi que j'étais pas belle, hein, que j'étais effrayante et repoussante. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai pu, plutôt que de penser à mes angoisses, j'ai pu profiter de ce moment que j'attendais depuis un moment, de retrouver mon compagnon. Et c'était juste merveilleux finalement. Alors que ils n'ont rien fait d'extraordinaire, mais on m'a rendu une petite part de ma dignité à ce moment-là. C'était top. Pardon. Oula. Le dialogue, l'écoute, ça peut paraître assez lambda finalement. Mais vous savez, après la matinée que j'avais passée, qui était difficile au niveau des biopsies, il s'est passé quelque chose qui, pour vous, ça peut paraître... c'est peut-être juste la base pour vous, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand je suis retournée dans ma chambre et que je me suis retrouvée seule, l'heure des visites est arrivée. Et bon, mes parents arrivent, etc. Et à ce moment-là, moi, je vais juste leur dire que la matinée était difficile, mais sans rentrer dans les détails. L'interne qui m'a fait les biopsies va revenir dans la chambre et me dire puisque le cathéter au niveau du bras tient pas, je vais revenir pour poser celui à l'artère fémorale. Là, mon instinct lui a répondu directement non. Si, on n'a pas le choix. Il faut le poser. C'est pour votre bien. Donc, je reviens dans 5 minutes. Là, les angoisses prennent le dessus sur moi et c'est une nouvelle crise de larmes. Une infirmière va avoir le réflexe de rentrer à ce moment-là et de me dire qu'est-ce qui se passe. Donc, j'explique que ça ne va pas du tout. Et là, elle va aller chercher le médecin réanimateur qui était là ce jour-là. Le médecin va rentrer, va se poser à côté de moi et il va peut-être rester une demi-heure dans la chambre à m'écouter parler. Elle va m'écouter, je vais lui déballer, clairement je vais lui vider mon sac. Elle va m'expliquer que c'est ok. C'est ok que je ressente ça, c'est ok que je ne veuille pas qu'il m'approche à nouveau. C'est normal, il n'y a pas de souci. Ni une ni deux, elle allait le voir. Bon, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. Et à partir de ce moment-là, il ne sera plus jamais approché de moi. C'est-à-dire que grâce à cette personne, grâce à ce médecin, mon pire cauchemar, donc que j'avais clairement, c'était ce mec-là que il était aussi horrible que tout ce que je vivais. Clairement, elle a mis hors jeu, quoi. Et le fait de le mettre hors jeu direct, moi, je pouvais me concentrer sur quelque chose d'un peu mieux. Elle a été géniale parce que c'est elle aussi, c'est ce médecin-là qui m'a annoncé qu'on n'allait pas me raser la tête. Alors, je fais juste un bref retour en arrière. Quand je suis arrivée en réa, on m'a dit qu'on devait sûrement me raser le crâne parce que les lésions se feraient un chemin aussi sur ma tête. Et là, elle m'a juste dit, t'inquiète pas, si j'ai pas besoin de te raser la tête, je le ferai pas. Et je vais pas le faire par plaisir. C'est bon. Donc, malgré la matinée difficile que j'avais vécue, j'ai su retrouver une lueur d'espoir à travers ces personnes-là qui m'ont beaucoup aidée. Le fait d'être bienveillant et d'apporter un peu de légèreté, de douceur aux patients, ça va l'aider. Par exemple, les 2 kinés qui m'ont aidé à remarcher ont été juste géniales. C'était du sport, hein, tout ce que je faisais. Mais le fait qu'elle me pousse à aller mieux, qu'à chaque fois qu'elle rentre dans la chambre, elle me dise waouh, super, la progression au niveau cutané, on ne vous reconnaît pas. Hein. Et elles étaient toujours bienveillantes, elles me félicitaient sur... à chaque fois, elles me disaient que je faisais beaucoup d'efforts, que ça se voyait. Et grâce à elles, grâce à ça, grâce à leur bienveillance et à leur douceur, j'ai pu remarcher beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et finalement,
le fait de réapprendre à marcher, ça a été un pas pour moi vers le chemin de la résilience. Et ça m'a aidé à reprendre le dessus. Avant de sortir de l'hôpital, j'ai fait un bref passage en dermato. Je ne vais pas y revenir, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas aidée à la sortie de l'hôpital. C'est-à-dire que le jour où je suis sortie, l'interne qui m'a donné mon ordonnance m'a dit ces mots-là. Vous êtes prête à reprendre une vie normale ? Là, clairement, elle avait minimisé tout ce que j'avais vécu. Et c'était pas le cas. Donc, quand je suis rentrée chez moi, je suis rentrée avec finalement un nouveau bagage que j'avais rempli. J'avais un corps couvert de stigmates, mais c'était pas tout. J'avais des séquelles, etc. Mais je rentrais chez moi avec un bagage que j'allais devoir porter et porter toute seule, finalement. Parce que même si nos proches sont là, aussi géniaux soient-ils, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, je pense comme beaucoup de personnes qui vivent la maladie, c'est qu'on va aller chercher des réponses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis heurtée à un vide sidéral, clairement. Et au-delà de ce vide sidéral, j'ai entrevu une dépression limite abyssale. C'est-à-dire que j'avais aucun mode d'emploi. Je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit « Vous êtes prête à reprendre une vie normale ?» Ok, mais je fais quoi en fait ? Je commence par où ? J'aurais bien aimé qu'on me dise ça va être dur, il va falloir du temps et peut-être une thérapie, mais ça va être long, il va falloir faire un pas après l'autre. Et à force de ruminer et de constater finalement tout ce que j'avais perdu, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, si finalement, je ne suis peut-être pas la seule à vivre cette horreur, à vivre ce cauchemar. Et vu que j'avais trouvé absolument personne sur Internet ou les réseaux sociaux avec qui parler, j'ai décidé de créer un projet. Ce projet, c'est mon blog. Ce blog, aussi pastel et doux puisse-t-il paraître, ce blog, il est né d'un trauma, il est né de dépression et il est né d'un sentiment d'injustice qui n'était pas quantifiable. Ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que j'ai vidé mon sac. J'ai clairement raconté le récit de mon hospitalisation de A à Z. Et le fait de verbaliser toutes mes émotions et tout ce qui se passait, ça m'a aidé à l'accepter. Et après, je me suis posé la question de savoir ce qui m'avait été utile et ce qui m'avait manqué pendant la réa. Et de là est né le blog, donc, sur lequel j'ai écrit des posts, par exemple sur l'hospitalisation. Donc, j'explique comment appréhender les pansements, les irrigations, les changements de drap, la dualité des émotions aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, vous savez, à l'hôpital, c'est les montagnes russes quand on est hospitalisé. Un coup ça va, un coup c'est la cata. Je parle de tout ça. Je parle aussi pour les proches, parce que les proches, ils souffrent autant que le patient. Ils sont en première ligne. C'est-à-dire que quand ça allait pas, c'était pas les soignants, les médecins, enfin, pour ma part, hein, c'était pas eux qui prenaient, c'était ma mère, mon conjoint. C'était toutes ces personnes-là qui étaient en première ligne, et je pense qu'il est important aussi de leur laisser une place, de leur laisser une voix. Moi, ce que j'écris pour les proches, bon, déjà, je leur donne la parole. J'ai donné la parole sur mon blog à ma sœur. J'ai donné la parole à ma meilleure amie. Et j'essaye de donner des conseils sur ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, par exemple. C'est des choses qui, pour moi, peuvent aider les proches aussi à s'armer de courage, finalement, pour affronter l'hospitalisation. Je parle aussi de tout ce qui est pour l'après.
Parce que après, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de nos projets? Qu'est-ce qu'on fait de notre identité? Comment on se retrouve? Comment on arrive à donner du sens finalement à tout ça? Et la clé pour moi de ce projet et ce qui m'a aidé à me relever, c'est de donner la parole à des personnes qui, au final, se sont retrouvées dans la même situation que moi en traversant clairement l'enfer. Grâce aux réseaux sociaux notamment, j'ai réussi à me faire connaître un petit peu. Je n'ai pas la prétention d'être une influenceuse ou quoi que ce soit, mais ce que je voulais, c'était que plus personne puisse vivre ce sentiment d'injustice, de vivre l'hospitalisation et de se retrouver seul après, face à eux-mêmes. Il n'y a rien de pire que la solitude. Donc ça a été des mois et des mois et des mois de travail. Ça a été beaucoup de démarchage au niveau des hôpitaux pour faire connaître le blog, tout simplement. Et finalement, j'ai réussi à me créer une petite communauté depuis la création de mon blog. Alors, ça peut peut-être vous paraître dérisoire, mais c'est 80 personnes que j'ai rencontrées, victimes du syndrome de Steven Johnson ou de syndrome de l'aïeul. Toutes ces personnes qui viennent des 4 coins de la planète, parce que il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que je vous l'apprends pas, hein, mais la solitude, la maladie, ça n'a pas de frontières. Toutes ces personnes-là, c'est des personnes que j'ai rencontrées des 4 coins du globe. Il y en a de France, il y en a des États-Unis, il y en a d'Amérique latine. Et toutes ces personnes se sont mises finalement en lien les uns avec les autres pour, à leur tour, pouvoir donner du leur à des personnes qui en auront besoin. Cette expérience et ce projet, surtout cette décision de créer le blog, cette décision, elle a été salvatrice pour moi. Elle a été salvatrice parce que j'ai donné un sens finalement à quelque chose qui n'en avait absolument pas, grâce à des personnes que j'ai rencontrées, mais pas que. Grâce à des personnes que j'ai rencontrées pendant mon hospitalisation, notamment le docteur Chardavon Maeva, qui a été ma sauveuse. Et ces rencontres qu'on fait à l'hôpital, ça nous aide à nous relever. Aujourd'hui, je me suis reconstruite. Je me suis reconstruite grâce au temps que j'ai donné finalement à ma reconstruction. Et grâce à toutes ces personnes merveilleuses et bienveillantes qui m'ont accompagnée pendant l'hospitalisation, que j'ai rencontrées après, bien sûr, mais tout ce que je tire, et je lui dis, je lui répète tous les jours à cette merveilleuse jeune femme qui aujourd'hui est devenue mon amie, une amie proche, que sans sa bienveillance et sans finalement toute la bienveillance que j'ai pu rencontrer dans un service où clairement on n'y va pas pour le plaisir, hein, en rien. Ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux. Et j'aimerais conclure avec quelque chose qui, pour moi, j'espère que vous allez trouver du sens dans ce que je vais dire. Je voulais vous poser une question. Cette question, c'était de savoir comment on pouvait mesurer la capacité qu'aurait un de vos patients à se relever d'un trauma. Vous savez, tout au long de votre carrière, que vous soyez interne, médecin, professeur ou même soignant, hein, aide-soignant, infirmier, vous allez poser une question de routine à vos patients. Cette question, je suis sûre que vous l'avez déjà posée. C'est: où situez-vous votre douleur sur une échelle de 1 à 10 ? Vous l'avez déjà posée, c'est sûr. Et j'aimerais que vous que vous n'oubliez pas que derrière cette douleur que votre patient va estimer, je dirais, à 8, se cache aussi son histoire, ses projets, ses rêves.
tout ce qu'il avait entrepris finalement. Et derrière cette douleur aussi se cache sa sensibilité, sa vulnérabilité, son désespoir et son sentiment d'injustice. Toutes ces choses ne sont absolument pas quantifiables sur une échelle de 1 à 10. Et on ne peut pas mesurer la capacité qu'aura un patient à se relever d'un trauma. Vous savez, quand on passe les portes de la RIA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va récupérer un bagage qu'on va remplir avec de la tristesse, de l'injustice et beaucoup de souvenirs douloureux. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire à votre échelle, c'est que vous avez la possibilité de mettre un petit peu de douceur, de chaleur et de bienveillance dans ce bagage. Et le fait de remplir ce bagage-là de quelque chose d'un petit peu plus positif, vous n'avez pas idée à quel point ça peut aider le patient à se relever. J'avais envie de poser une citation qui, pour moi, a énormément de sens. Charlie Chaplin a dit, dans un discours qui est juste merveilleux, que toutes nos inventions, aussi révolutionnaires soient-elles, ne trouveront leur vrai sens qu'à travers la bonté, l'amitié et l'unité de tous les hommes. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience que vous avez tous ici dans cette salle, vous avez tous la capacité, tout comme le docteur Sandrine Viramus, tout comme le docteur Chardavoine Maeva, tout comme l'interne, je ne me rappelle pas de son nom, Giovanni, tout comme Julie en interne aussi, qui était là, qui s'occupait de moi à ce moment-là, tout comme l'équipe paramédicale, Misha, Enzo, Anastasia, Khaled, Vanina, tout comme ces personnes que je viens de citer, vous avez la capacité tous de devenir un jour un souvenir doux et réconfortant dans l'histoire la plus difficile qu'aura raconté un de vos patients. Merci beaucoup. Merci.